semaine dans le balado. On vit de la douleur et on vit de la terreur. Ben oui, parfois il y a des semaines comme ça. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Allô. Short and sweet cette semaine comme intro. Ouais, il y a quand même encore beaucoup de films. Oui. Mais on peut pas tous les mentionner dans l'intro. Et on ne peut pas tous les voir non plus. Non, effectivement, une grosse semaine avec plusieurs sorties pour tous les goûts. Avant de faire le tour, passons un petit tour d'actualité. Vas-y, Tu me laisses aller? Je vais réagir à chaud à tout ça. Excellent. Ben écoute, c'est une déferlante de galas et de nominations depuis la semaine dernière. Voilà. Donc, cette semaine, on n'y échappe pas non plus. La route vers les Oscars. Tout à fait, se fait sentir. Alors, en premier lieu, c'était les nominations pour le Producers Guild Award. Alors ça, c'est le gros prix, celui meilleur film, meilleure production, donc que ce soit film, long métrage, pour le cinéma ou toutes les déclinaisons de télé-plateformes aussi, dans ce prix-là. Donc, c'est l'équivalent du meilleur film pour les Oscars. Okay. Habituellement, c'est pas mal annonciateur de ce qui va être en nomination. Alors, voici les 10 films qui ont été retenus, choisis pour 2023. Il n'y a pas grande surprise. Tu vas voir American Fiction. Oui. Anatomie d'une chute. Ouais. Barbie. The Holdovers. Killers of the Flower Moon. Maestro. Oppenheimer. Past Lives. Poor Things et Zone of Interest. Donc, probablement qu'il y a un 7, 8, 9 là-dessus qui va se retrouver en nomination. Souvent, il y en a toujours comme un qui vient du champ gauche un peu qui peut se surprendre. Je sais pas si aux que... Oscars, peut-être un Spider-Man là, pourrait se retrouver vu que le succès public et... Ben, quoi qu'ici, il y a Barbie puis Oppenheimer, c'est des succès du public et de la critique. Tout à fait. Mais donc, je suis content que Past Lives se soit glissé là. Quand même, oui, on le retrouve dans beaucoup de galas là, en nomination. Fait que pour un petit film indépendant comme ça, là, c'est très, très bien. Alors, le gala a lieu le 25 février pour celui-ci. Penses-tu encore que c'est American Fiction qui peut remporter? Non, c'est l'année d'Oppenheimer. Okay. Je pense que c'est un projet qui était tellement audacieux, qui a tellement bien fonctionné, tellement été bien salué, et également un succès populaire. Puis, tu sais, je reviens toujours à ça aussi, c'est comme étonnant que Christopher Nolan n'a jamais rien gagné encore dans sa carrière, fait que je pensais comme le couronnement. C'est peut-être pas son meilleur film, mais ça sent un peu comme le Scorsese puis The Departed. Là. Il a quand même défoncé des portes là, d'une certaine manière en faisant 900 millions avec ça. Ben, tout à fait, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense c'est ça. Je pense qu'on va saluer son audace, qui a fait un film sur un sujet quand même assez niché, mais que tout le monde est d'accord, en tout cas, bien apprécié. Certains plus que d'autres, comme moi, que j'ai un peu moins apprécié, mais c'est bien correct. J'ai comme une demi-nouvelle par rapport à ça, c'est-à-dire que peut-être tu peux m'aider. Il me semble que dans les dernières semaines, on ne l'a pas couvert, mais il y a un autre réal qui a reçu un budget faramineux pour faire un autre projet genre style biopic, là... C'est pas Paul Thomas Anderson? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, on a parlé, mais on n'avait peut-être pas mentionné que ça va coûter. Il y a 100 millions de budget pour son film. Oui, c'est hallucinant. C'est sûr que c'est un genre de ripple effect, un peu de OK, Oppenheimer, il réussit à le faire. Fait que là, tout le monde va le faire jusqu'à temps qu'on se plante, puis là, on va dire, il faut arrêter de faire ça. Ben là, tu sais, dans les dernières années, c'est Oppenheimer qui est plus l'exception à la règle, là, parce que, tu sais, Spielberg avec The Fabelmans, t'avais eu Babylon de Damien Chazelle, puis Wes Anderson aussi avec Asteroid City, pour qui était peut-être pas un grand budget, mais les projets un peu vaniteux, grand budget, généralement, c'est rare que ça fonctionne. Oui, c'est ça. Là, on a sorti aussi du moule de faire des projets inspirés de son enfance. Là. Comme ça, c'est The Fabelman qui est le plus iconique, mettons, parce que c'est de Spielberg, mais qui n'a pas du tout marché au box-office. Puis j'oublie même les autres. Là. Il y en avait un... Licorice Pizza, qui était... Oui, de Anderson, justement. Ben oui, c'est ça. Puis il y en a un autre là, qui a vraiment pas marché. Là, j'ai oublié. Là, oui, le réal quand il était jeune avec un petit ami afro-américain. Les années 70, oui, c'est ça. Le nom m'échappe. Armageddon Time. Ouais, mais j'oublie de qui? James Gray? Oui, je pense. Ouais, c'est ça. Puis, exact. Fait que là, en tout cas, on revient là-dessus. Mais tu sais, 100 millions pour un Paul Thomas Anderson. Bon, ça nous laisse déjà savoir que le film va durer au moins 2h30. Puis ça se passe dans les années 70 ou 80, je pense. Fait que c'est pour ça de la reconstitution. Mais tu sais, il a dû cumuler ça au total de recettes sur ses 3 derniers films, 100 millions. Fait que c'est un projet qu'on veut
Oscar bait, puis on veut que... On met toute la gomme pour le prestige, exactement. Puis tant mieux si on sort break-even de la sortie en salle, là, mais c'est audacieux. Mais en même temps, il faut souligner l'audace. J'aime mieux mettre 100 millions sur un PTA que mettre 350 millions sur un Indiana Jones 6 puis un prochain Transformer. Puis, l'exception étant rapide et dangereux, ça t'en prendrait... Ah, ça. Mais en même temps, tu vois, rapide et dangereux, c'est un genre de 200 millions. Tu sais, sauf le dernier, quand même. Ah, il avait débordé ça? Mais je pense tout ça lié avec la COVID aussi, la pandémie. Là, fait que il y a eu des reports et tout. Là. Augmenter les budgets de Indiana Jones puis Mission Impossible, normalement, ça n'aurait jamais coûté 250 millions. Là. Ben, comme le prochain, on parlait de Tom Cruise la semaine dernière. Le prochain Top Gun, d'après moi, ils vont être dans les mêmes budgets. Je peux pas croire, il y a de l'inflation, là, mais je peux pas croire que on met 390 000. Ça donne rien là, à un certain point, là, à moins qu'ils veulent aller dans l'espace. Ouais, ben c'est pour vrai. Oui, mais c'est son prochain film, ça, dans l'espace. Ouais, mais là, sûrement que toutes les autres productions se disent ouais, mais fais le nôtre avant d'un coup que tu meurs. Mais normalement, c'est lui qui suit Mission Impossible, là, avec justement Joe Krasinski, ouais. Ouais, pas Krasinski, mais Krasinski, oui. De Joseph, ouais, c'est ça. Donc, c'était également les Critics' Choice Awards, je pense que c'était dimanche ou lundi dernier. C'est quoi la différence entre les Critics et les Golden Globes? Golden Globes, c'est les critiques étrangers. OK. Donc, pas américains. Donc, Donc, nous, on pourrait faire partie des Golden Globes. Il faudrait demander notre carte. Non, on n'est déjà pas dans l'association des critiques, même du Québec. Non, Et Critics' Choice, c'est les critiques américaines. Donc, ça a moins de poids que les prix remis par les guildes ou même les Golden Globes, mais c'est quand même indicatif, je pense, de certaines tendances. Alors, le grand gagnant, c'était... Sans grande surprise, Oppenheimer, qui a remporté 8 prix. Donc, meilleur film, Christopher Nolan, réalisateur, Downey Jr., encore une fois, acteur soutien. Alors, je pense que le momentum est avec lui. Beaucoup de prix techniques, direction photo, montage, musique, effets visuels, ce qui est quand même drôle parce qu'il n'est pas sur la courte liste des Oscars, mais là, il a remporté pour les Critics' Choice Awards. Barbie, quant à lui, 6 prix, film comédie. Alors, on scinde les deux. Scénario, chanson pour I'm Just Ken. Oui, ça, j'espère. Direction artistique, costume et maquillage. Donc, je pense que pour les Oscars, ça s'enligne probablement comme ça. Acteur, actrice, c'est Emma Stone, Poor Things, évidemment. Okay. Et Paul Giamatti encore. Donc, il semble aussi avoir un bon momentum pour The Holdovers et Da'Vine Joy aussi, pour actrice de soutien. Donc, là, j'ai hâte de voir pour les acteurs si Stone et Giamatti remportent pour la guilde des comédiens. À la guilde, est-ce qu'ils divisent aussi comédie et drame? Te souviens-tu? Je pense pas. Ouais. De mémoire, je ne pense pas. Ça donne un portrait plus juste peut-être de ce que peut être les Oscars. Effectivement. Là. Et dernier gala, donc, on vient tout juste d'apprendre les nominations ce matin, jeudi, au moment de l'enregistrement. C'est les BAFTA. Alors, les Oscars britanniques. Oppenheimer en tête, évidemment, avec 13 nominations. Zone of Interest doit être pas pire aussi. J'ai pas toutes nommé, mais les deux premiers, c'était Oppenheimer et Poor Things, quand même, avec 11 aussi. OK. Et là, ça a comme une onde de choc. Barbie, seulement 5. Donc, écarté meilleur film et même réalisatrice pour Greta Gerwig. Alors là, on essaie d'analyser tout ça sur les réseaux sociaux ce matin, ce qui est très, très drôle. Quand même, on s'entend. Une belle surprise, c'est peut-être Sandra Hüller, qui est nominée 2 fois, donc actrice pour Anatomie d'une chute et actrice de soutien pour Zone of Interest. Yeah, OK. Ouais, alors tu vas être très contente pour elle. Encore l'Anatomie d'une chute dans plein de nominations. Fait que c'est fou, là. Je suis très content pour ce film-là. Et je pense que la grande surprise, c'est une absente dans les actrices, c'est Lily Gladstone. OK. Qui n'est pas finaliste. Non, ils ne l'ont pas retenue. Raciste. Oui, voilà. Fait que voilà le tour des... les BAFTA, ce sera le 18 février, la remise des prix. Okay. Mais là, il n'y a pas de
On en parlait, je pense que c'était la semaine dernière, justement, avec All Quiet on the Western Front, là, qui était comme venu s'immiscer. Personne n'avait tellement vu le film, puis avait remporté plein de prix techniques. Mais là, il ne semble pas y avoir de ce cas-là. Là. Ben, côté technique, non. Sinon, c'est Maestro, mais il a l'air d'être nommé à beaucoup de places, mais de jamais remporter finalement. Fait que je pense pas qu'il va créer la... Ben, ça serait vraiment une surprise s'il allait chercher même un seul prix aux Oscars, par exemple. Ben, effectivement, je pense que lui et Killers of the Flower Moon vont être comme les deux gros perdants. Un peu là. comme, c'était quoi, Hank, il y a plusieurs années, là, en noir et blanc, là, sur le scénariste. Ah oui, de Citizen Kane. Ouais, c'est ça. Mank, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Qui avait été nommé partout, mais finalement, on avait... Ben, ça arrive souvent une année que c'est un film qui est en 8, 9, 10 nominations, mais il y en a un qui est juste trop fort et qui rafle tout. Ça. Mais on dirait que le film de plateforme, il est plus dur à cerner. C'est sûr que ça veut pas rien dire, mais le fait d'avoir aucun box-office puis de pas du tout savoir c'est quoi l'engouement autour du film, c'est sûr. Y a-tu été écouté par 8 millions de personnes ou comme 250 000? Genre? Fait que quand il y a une vie au cinéma, tu peux un peu plus être aiguillé de qu'est-ce que le jury va penser de ce film-là parce qu'eux aussi sont teintés par le film a été 13 semaines à l'affiche ou comme une semaine sur 8 écrans dans tous les États-Unis. Bref. Très bon point. Donc, sinon, plus près de chez nous, c'était le bilan du cinéma québécois 2023. Oui, sûrement vu ça j'ai vu ça, j'ai oublié de noter, mais oui, donc, deuxième meilleure année dans les 10, depuis 10 ans, finalement, là, en termes de parts et de box-office. Donc, cette année 2023, le cinéma québécois au Québec récolté 10,2 % de la part du box-office. Quand même, l'an dernier, c'était 7,3. Alors, quand même, 3% de plus, c'est énorme. Et on le souligne encore qu'il y a 6 films qui ont franchi la barre du million. Donc, je pense que c'est la première fois depuis 2009 que j'ai lu. Donc, c'est quand même très, très bon. On dit aussi, le plongeur qui était à 50 000, là, ça veut dire... c'est quoi, 500 personnes, mettons, d'aller là. Alors, c'est ça. On souhaite que ça se poursuive en 2024. Sinon... D'après moi, ça va redescendre un peu. À moins que... Parce qu'il va y avoir une moins grande quantité. Il faudrait qu'il y ait plus de films. Ben, pour le pourcentage, on peut garder 10% si les gens continuent d'aller voir plein de films. Oui. Mais il n'y aura peut-être pas 6 films millionnaires. Mais ça se peut qu'il y ait plus de films qui fassent 2,5 millions, mettons. Je pense pas que... Ça va être dur de prédire quand est-ce qu'un film québécois refera 5,8 millions. Oui, c'est certain. Écoute, s'il y en a un qui a peut-être une chance, je sais pas, c'est peut-être les Belles-Sœurs. Je pense que c'est les Belles-Sœurs parce que le Troji, autant c'est bien aimé, ça... je dis un peu n'importe quoi, mais de mémoire, ça n'a pas fait bien plus que 2-3 millions peut-être. Ça n'a pas fait des 6,4. Non, c'est ça. Puis je pense que c'était le dernier qui était le plus haut, justement, avec pas loin de 2 ou sinon il l'avait tout juste franchi. Il est assez constant, mais c'est pas... c'est beaucoup, là. C'est très considérable, mais alors que les Belles-Sœurs, là, t'es plus générationnel, fait que c'est sûr que tu vas aller chercher des gens... c'est lui qui pourrait faire un 2,5-3 peut-être. Là. 3, ça serait exceptionnel. Qu'en sorte un comme ça qu'on n'a pas encore vu. Là, considérant que, mettons, 23 décembre... avait fait ça, franchi le 2 millions de dollars. Effectivement, les belles-sœurs, nos belles-sœurs, pourraient le faire, surtout si c'est l'été, un petit peu de pluie au bon moment, puis zip-zap. Sauf que lui, de mémoire, et 1995 vont être lancés à comme 2 semaines et demie d'intervalle. Ouais, sauf que... C'est un peu serré. C'est pas le même public exactement, mais c'est un petit peu serré. C'est un peu dommage. Ça aurait été bien un mi-juin, l'autre fin juillet, mettons, là, mais... des distributeurs différents puis tout, puis je comprends que tout le monde veut profiter de juillet puis de la construction, etc. D'autant plus qu'il y a moins de gros films américains qui prennent l'affiche, là, fait que j'ai l'impression qu'ils vont qu'ils se montrent un peu bullish, comme on dit. Ouais, c'est ça. On regardait... On va occuper l'espace. Quand on parlait, ça doit être... je pense que c'est dans notre épisode Top 5 là, de 2023 qu'on parle aussi des films qu'on attend en 2024, puis on notait que mai, juin va être fort. Puis tout de suite après, ça se calme un peu dans les sorties américaines. Fait que c'est là que les films québécois vont bien se positionner. Je peux... Ah non, continue. T'avais-tu d'autres stats? Oui. Puis en plus, ça touche le cinéma québécois. Alors, restons dans la même veine. Vas-y. Je pense un film attendu, mais pour 2025. Ce ne sera pas en 2024. Mais on a annoncé les 2 comédiennes, les 2 têtes d'affiche de
Les deux femmes en or. Ouais, c'est-tu que Karine Gontier-Heinemann? Oui, Karine Gontier-Heinemann et Laurence Leboeuf aussi. Oh, OK. Donc, qui reprennent les rôles originaires de Monique Mercure et Louise Turcot du film de 1970 de Claude Fournier, repris par Chloé Robichaud, qui est la réalisatrice, et scénario de Catherine Léger, qui adaptait elle-même donc sa pièce de théâtre qui avait été inspirée du film. Catherine Léger qui nous avait donné entre autres Babysitter aussi. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Évidemment, on va aller complètement ailleurs que le film d'époque là, qui était... je l'ai jamais vu. Il faudrait bien que je fasse ce devoir-là. Écoute, j'ai vu ça ado. Je pense que quand ça passait à Bleu Nuit, honnêtement. Mais c'était pas très bon. Aucune idée encore quand ils vont le sortir, mais en 2025, il va y avoir Gilles Villeneuve aussi, le biopic, qui je pense va être très attendu. Moi, j'ai l'impression que ça va être comme l'été. Là. Je pense qu'ils vont positionner comme une comédie d'été. Deux femmes en or, je pense que oui, Gilles Villeneuve, je serais pas surpris qu'il soit plus le temps des fêtes. Probablement, oui, c'est ça. Là, un film en novembre. Là, puis, comme le Maurice Richard, je pense que c'était sorti dans ce temps-là aussi à l'époque. Ben, sûrement. Tu peux pas le sortir l'été, il faut que tu le sortes quand il y a du hockey à télé, au moins. Là, au moins. Avais-tu autre chose avec les non, stats? C'est tout, vas-y. On n'a pas vraiment noté de bande-annonce cette semaine, c'était mollo, mais ça m'a rappelé que, et je viens juste d'en parler un peu, mais l'épisode top 5, à la fin, on parlait des films les plus attendus. Et c'est parce que cette semaine, j'ai réécouté une bande-annonce d'un film que je souhaiterais, en fait, c'est un addendum, en tout cas, je veux faire un erratum. Okay. Ah ouais? Ben, c'est juste Liquid Paper sur l'autre. Non, c'est pas dans le top 5, c'est plus, c'est un film que, je crois que c'est un des films que j'attends le plus de l'année, mais j'avais oublié de le noter, puis c'est vraiment Civil War de Alex Garland. Okay. J'ai réécouté la bande-annonce là, avec Kirsten Dunst, qui est journaliste, puis là, qui a vraiment la guerre. Puis on dirait que j'ai plus analysé la bande-annonce, puis j'ai comme, OK, je pense que si c'est bien fait, ça va être un film vraiment percutant. Au-delà d'être un film le fun, là, mettons, à regarder, là, qui peut choquer de toutes ces tensions-là. Puis je dis ça au moment où Donald Trump est en train de regagner des États en même temps qu'il est traîné en cours et tout. Fait que c'est un drôle de timing. Mais le meilleur timing pour la sortie du film. C'est ça, je veux dire. Oui, effectivement. Drôle comme on rit jaune, là, mais... Non, mais moi aussi, tu y répètes facilement là-dedans. Je regardais beaucoup les films l'été, puis ça, c'est au printemps, là, ça fait fin avril. Fait que, je suis vraiment hâte à ce film-là. J'espère que je serai pas déçu. C'est le danger d'avoir très hâte à un film, c'est qu'on a juste plus de chances d'être déçu, je pense. Je pense qu'il va être plus accessible que son dernier, quand même, là. Men, qui était... c'est un exercice de style un peu niché, là, qui avait ses qualités, là, honnêtement, mais moi, c'est un peu moins ma tasse de thé, là, fait que... Puis, justement, malheureusement, on est moins dans la science-fiction, ce qui a fait beaucoup jusqu'à présent. Là, on est dans une espèce de drame de guerre... contemporain. C'est ça. Qu'on peut mettre un peu fantaisiste de la manière que ça se passe pas de même, mais il n'y a pas des fusils laser puis de l'intelligence artificielle tant que ça. Là. Ça a l'air un peu comme une uchronie, peut-être, là, c'est ça? Genre de réalité alternative. Ouais. L'Amérique dont vous êtes le héros. Écoute, on attaque les films de la semaine alors? Ben oui, allons-y. Tu veux commencer sur Terre ou dans l'espace? Commençons dans l'espace. C'est comme une belle surprise. Le film est arrivé un peu de nulle part. C'est comme été annoncé. Vraiment. Une étoile filante. Voilà. Alors, ISS de Gabriela Cowperthwaite. Oui, ISS qui veut dire International Space Station, donc en français SSI, Station Spatiale Internationale. C'est un peu bizarre, je trouve, I.S. C'est pas super vendeur, puis je comprends que si tu mets le titre au complet, je sais pas, ça a l'air d'un documentaire ou je sais pas quoi. Ouais, j'avoue. Mais on est dans l'espace. Il y a une équipe américaine et une équipe russe, donc 6 personnes qui vont être dans la station internationale en train de travailler là-dessus. Et soudainement, il y a une guerre, une espèce de gros conflit nucléaire qui commence sur Terre. Et chaque équipe de scientifiques, dont 3 contre 3, reçoivent un message de leur pays respectif disant « Hey, c'est super important, vous devez prendre contrôle de la station spatiale. » Fait que là, va commencer, c'est un huis clos, on va toujours être dans la station spatiale. La station va avoir en plus quelques problèmes, quelques perturbations électronique et technique. Fait que ça devient une espèce de gros Big Brother dans l'espace avec des jeux d'alliance et de qui dit vrai et de est-ce que dans le fond vraiment on attaque les autres. T'sais, on n'est pas des militaires, là, on est des biologistes puis des astronautes où on reste à la défensive puis là il va se passer des événements qui n'auront pas le choix que les gens vont se commettre tranquillement à poser des actions parfois irréversibles. Fait que c'est pas un film d'horreur. Il y en avait eu quelques années, un film d'horreur dans l'espace, mais c'est vraiment un thriller
thriller, c'est un suspense. Je dirais même qu'il y a il y a certaines scènes qui auraient mérité du sang, puis qu'il n'y en a même pas parce qu'on a voulu garder ça PG-13, probablement. Là. Fait que, ouais, qu'en as-tu pensé, toi? Moi, je peux faire une petite comparaison. Ça m'est venu par après. Ça me faisait penser un peu au film Crimson Tide avec Denzel Washington et Gene Hackman qui se passait dans le sous-marin. J'ai jamais vu. Ouais, OK. C'est un peu ça. On est en huis clos, puis ils reçoivent un ordre où ils savent pas si les Russes ont attaqué, puis là, est-ce qu'ils doivent riposter ou non. Puis il y a comme quelque chose d'ambigu, puis je pense que le message est comme coupé. Là, ils doivent prendre une décision, plus tout le débat entourant ça. Fait que, moi, honnêtement, j'ai bien aimé. Tu sais, ça demeure un film à petite échelle. Là. J'ai vu que c'est un budget de 20 millions. OK. Mais, c'est épatant. Ouais, moi, je trouve que le résultat est à l'écran. On y croit. Toutes les scènes d'apesanteur, c'est-à-dire toutes les scènes sont en apesanteur tout le temps. Puis je me demandais comment ils avaient fait ça. Ils ont fait ça avec des câbles. Ouais. Tout ça, je suis allé voir. Sur YouTube, il y a un petit making-of de 2-3 minutes. Donc, fait qu'ils n'ont pas simulé. Là. Ils sont vraiment... projetés, ou en tout cas retenus, mais c'est bien fait. Là. C'est pour ça aussi que quand tu analyses des petites affaires dans le même, ils ont tous les cheveux courts ou les cheveux attachés tout le temps, parce que sinon, ça doit être super tannant toi-même dans l'espace, mais d'avoir des cheveux qui flottent partout, ça se refait très mal. Là, Donc, non, moi je trouve que c'est un bon petit trailer. Les comédiens sont très bons. Il faut souligner quand même que la tête d'affiche, c'est Ariana DeBose, qu'on a pu voir dans West Side Story. Comédienne oscarisée. Oui, qui est très efficace. J'étais bien content de la revoir. Puis... En fait, elle est dans tout. Hein, juste dans tout. C'est elle qui faisait dans la voix originale de Wish. Elle faisait Asha. Puis elle va être d'un énorme casting, mais dans Argyle, qui sort dans genre 2 semaines, le 2 février, une des nombreuses têtes d'affiche de ce film-là. Donc, en tout cas, bref, moi, c'est une comédienne que j'aime beaucoup. Puis, non, j'ai trouvé l'idée, la prémisse, quand même le fun, intéressante. Je trouvais que c'était bien amené, honnêtement, quand les bombes commencent à éclater, puis qu'on le voit du point de vue de la station en haut, puis eux voient ça. Cool, je trouve que c'est vraiment efficace, puis même un peu déstabilisant, parce que c'est genre de choses qui pourraient arriver. Là, fait que c'est pas... Tu sais, le film n'est pas anxiogène sur le même ton que Gravity, par exemple. Que lui, je vois beaucoup sur perdu dans l'espace, puis t'es tout seul. Là, c'est plus... les gens sont contre toi, il y a moins centré dans tous les détails, c'est beaucoup plus à l'intérieur de la station que. Tu l'as bien nommé, c'est une espèce de huis clos, d'alliance, là, effectivement. Puis de doute et de crainte, est-ce qu'on fait confiance ou non. Puis... C'est une structure assez conventionnelle au sens où, comme autant on aime bien Ariana DeBose pour son jeu, qui joue très bien là-dedans aussi. C'est pas une performance oscarisable parce que le film ne requiert pas ça, mais elle joue la biologiste, la scientifique, mais que c'est son premier voyage dans l'espace. Fait que c'est sûr que c'est plus facile de s'attacher à elle parce que c'est le moteur classique. On est elle. Là. Nous aussi, on ne connaît pas ça. Fait que c'est elle qui découvre comment ça fonctionne. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'affaires dans la mise en place qui sont réalistes, mais il doit en avoir qu'il y a certaines libertés. Là, probablement, parce que ça demeure une œuvre de fiction aussi. Mais quand même, la réalisatrice, j'allais lire un petit peu sur elle, elle vient vraiment du monde du documentaire. C'est elle qui était derrière Blackfish, qui est l'un des meilleurs documentaires là, sur l'orque Tulum. Là. Oui, c'est super. Moi aussi, j'ai vu ça. J'avais trouvé ça super intéressant. Puis, elle a fait en fiction Megan Levy, qui était un peu aussi un même genre de truc très ciblé, c'est-à-dire les chiens militaires. Là, avec une femme qui... Je me souviens plus... C'était pas Carey Mulligan, j'oublie, qui l'actrice était là-dedans, qui était comme... qui devait s'occuper d'un chien... je pense qu'elle avait perdu un chien qui avait reniflé une bombe, puis là, c'est l'attachement animal dans le contexte militaire. Là. C'est un peu ça. Là. Fait que, tu sais, en fiction, mais... Tu prends quelque chose de méconnu, fait qu'il y a un peu ce côté-là. Là. La station spatiale, il y a eu des docus, mais on le sait pas vraiment c'est quoi le day-to-day là-dedans. Fait que c'est intéressant. Fait que je peux te laisser... Ah non, mais écoute, moi, ça a été une belle surprise. Comme je ne donne pas un grand film, mais très satisfaisant pour ce que c'est. Ça aurait pu être vraiment plus niaiseux, on s'entend. Oui, c'est ça. Mais je trouve qu'il y a une belle job justement de rendre ça crédible. Puis justement, avec la prémisse, j'étais là. Il me semble que c'est pas un... C'est délicat de mettre comme les Russes contre les Américains dans l'espace, mais je comprends qu'ils pouvaient pas... il aurait peut-être pu envoyer des Asiatiques, mais en même temps, c'est pas mal les Russes puis les Américains dans la Station spatiale internationale. Je sais pas c'est quoi les autres pays qui vont là. Je sais pas si c'est des Français des fois. Là, mais... Probablement qu'il y a un pays qui doit être invité. Puis, mais... C'est ça, mais c'est comme le classique, sauf que tu sais,
avec la bande-annonce, j'avais peur que ce soit ça, mais c'est pas rapidement comme les Russes contre les Américains parce que les gens, ils sont pas des soldats. La plupart, ils veulent pas se battre, mais il y en a, comme on disait, je fais rien, mais là, j'ai peur qu'ils se commettent, fait que je vais poser action, puis là, ça va avoir des répercussions, mais c'est ça, t'es en constante alliance un peu avec les autres jusqu'à temps que tu leur fasses plus confiance. Oui, puis tu sais, ce que j'apprécie, c'est dans le développement des personnages, ça bascule pas non plus dès qu'ils ont l'ordre de prendre le contrôle. Donc, il y a encore des doutes entre eux qui s'installent, ils savent pas trop, en fait, la bonne chose, la mauvaise chose. Fait que j'aimais ça. Ça aurait été un gros film avec The Rock, ça aurait été complètement différent. Oui, c'est ça, ouais. Parce que c'est pas un film qu'on veut sortir un héros. Là, non. C'est pas Chuck Norris. Là. Fait que, oui, puis c'est assez labyrinthique aussi quand même, la station spatiale et tout. C'est intéressant ce qui se passe là-dedans. Puis, vraiment une belle job mais ça doit être difficile à écrire, tous les films, mais tu pourrais faire 180 versions littéralement de ce film-là, là, de qui meurt pas, qui s'associe, comment, puis arriver à dire, OK, ça, là, un peu à la Doctor Strange, là, j'ai analysé toutes les possibilités, puis ça, c'est le meilleur film possible avec ces personnages-là dans ce contexte-là. Ça dure comme 1h35 aussi, fait qu'on traîne pas à longueur, c'est très efficace. C'est un film t'es au bout de ton siège, puis c'est un très bon divertissement de cinéma et de quand même épatant là, à sa façon. Puis comme je dis, le 20 millions, il est tout à l'écran parce que les effets sont super bien faits. Ça doit être un petit peu plus simple quand tu as 4 bouts de tunnel puis tu gardes les mêmes lieux. Il n'y a pas, pas 12 décors. Là, c'est ça, exact. Là. Tu construis bien ton affaire. Peut-être qu'il était arqué aussi sur des rails ou des espèces d'affaires pour pouvoir tourner ou des affaires comme ça. Quelques shots intéressantes, mais c'est pas... c'est un film d'atmosphère, mais dans le sens de... C'est le récit qui mène le film. C'est pas non plus juste des shots esthétiques à n'en plus finir et tout. Fait que... Ouais, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va rester, pas qu'est-ce qui va rester, mais où ça va mener Gabriella Copperthwaite, dans quel genre de film de indie retourner au docu, se ramasser avec un prochain Marvel. À l'époque où il en donnait à pelleter à n'importe qui, là, j'aurais pas été surpris de voir il aurait été une candidate parfaite. Effectivement, on allait beaucoup chercher des cinéastes du cinéma indépendant comme Chloé Zhao et tout ça. Là, donc... Enfin bref, oui, si vous aimez le suspense haute voltige, je pense que c'est à voir vraiment au cinéma aussi. Le son, tout ça, l'ambiance est parfait. Allons complètement ailleurs. Ouais, un autre genre d'émotion au cinéma. Oui, un documentaire, mais... c'est un docu-fiction. Entre les deux. Un exercice de style, assurément. Les filles d'Olpha de Quater Ben Ania. Oui, qui est dans son nom international connu pour Four Daughters. Écoute, c'est difficile d'en parler sans un peu spoiler ce qui s'en vient. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y avait 4 filles de... j'ai oublié de noter le nom de la mère, en tout cas. C'est pas Alpha. Ben oui. Voilà. Oui. Logiquement. Il faut le savoir. Fait que les 4 filles d'Alpha, sauf qu'il y en a 2 qui ont disparu, les 2 plus vieilles. Puis là, le procédé de la réalisatrice, c'est d'avoir engagé 2 comédiennes pour jouer les 2 grandes sœurs pour faire une reconstitution. Sont des ados. Oui, c'est ça. Du 16-19, là, mettons. Exact. Dans cette tranche d'âge-là. Pour faire une reconstitution de la vie d'Olpha et de sa famille. Il y a aussi une actrice qui va rejouer Olpha dans certaines scènes trop difficiles. Fait qu'on va comprendre tranquillement d'où elle vient. On est en Tunisie, disons-le. Fait que c'est assez plutôt conservateur au niveau de la religion, mais on n'est pas chez les extrémistes, chez les intégristes. Oui, c'est ça, à Daesh et tout. Là. Justement, on est dans un côté plus libre. Là. C'est sûr que c'est pas l'Occident. En fait, de ce qu'on comprend dans le récit, c'est qu'il y a comme un avant et après la révolution du printemps arabe. OK. Où avant, les mœurs semblent plus tolérées. En fait, je pense même le port du voile, je comprends, est pas illégal, mais en tout cas, est vraiment pas bien vu. Et ça bascule après quand... les intégristes religieux ont pris un peu le pouvoir et là, on voit que la société a basculé un peu. Là. Ben, c'est ça. Fait que sans tout dire, ça va, disons, venir affecter certaines des plus grandes filles. Sauf que c'est un docu-fiction. Fait que c'est la réalité. C'est souvent
sous forme de documentaire. C'est-à-dire, c'est comme si la réalisatrice, on la voit pas, mais on peut l'entendre, on comprend qu'ils interagissent avec elle. Elle discute avec les filles, avec la mère, avec les comédiennes. Ils racontent l'histoire, puis là, c'est comme, OK, là, on va le jouer. Ouais, ils recréent les événements. C'est ça. Puis des fois, la recréation, nous, en temps réel, dans le film, elle dure 1 minute, mais on en a parlé pendant 10 minutes. Donc, l'histoire est contée à la fois, mais c'est pas en discussion, mais c'est pas des shots là, one-on-one sur le fond un peu flou, quoi que ce soit. Ils sont comme si tu filmais un behind the scenes, puis qu'après, tu tournes un petit moment, puis c'est comprendre la relation avec les hommes, le père des enfants, comment il était une vidange, puis qu'ils ont fini par le mettre dehors. Puis après ça, c'est fait un autre chum qui était super smart jusqu'à temps qu'il soit aussi pire. Ouais. Puis, fait que tu sais, il y a comme ce côté où tu comprends aussi que c'est une mère que, oui, nous, ça serait un cas de DPJ, là, assurément, mais c'est un peu, c'est dur de dire bienveillant, mais c'est un côté surprotecteur. Je veux tellement pas que vous fassiez des mauvais choix, puis tu sais, on n'a pas beaucoup d'éducation, on n'a pas beaucoup d'argent, mais je veux tellement pas que vous fassiez des mauvais choix que je vous restreins, puis je pète ma coche quand vous colorez les cheveux, puis etc., que tu finis par avoir besoin de t'émanciper de ce contrôle-là. Puis elle avait voulu faire ça pour que ce soit différent du traitement qu'elle-même a reçu, mais tu finis par... recréer les mêmes patterns. Ouais, c'est ça. À être dans un extrême, tu vas dans l'autre extrême, là, un peu. Fait que, autour du film aussi, c'était en compétition pour la Palme d'Or à Cannes l'an dernier. C'est ce qui a fait beaucoup parler du film. Et, il représente la Tunisie dans la course au meilleur film international. Fait que c'est un peu leur film fort de cette année. Mais d'ailleurs, à Cannes, il avait remporté l'Œil d'Or pour le meilleur documentaire. Ah, OK. Quand même aussi. Fait que c'est ce qui est fascinant de ce film-là, c'est que si ça avait été juste un documentaire, c'est un peu une histoire qui, malheureusement, on a déjà entendue. Mais et si ça avait été juste une fiction, même affaire, on aurait fait, là, c'est quoi qui est original là-dedans? Mais le processus qui est utilisé, c'est ça qui est captivant, tu sais. Puis je l'ai... Et déstabilisant. C'est ça. On avait un lien de visionnement pour ça. Je ne l'ai pas vu sur grand écran. Fait que je l'ai écouté à la maison. Puis je l'ai commencé vraiment tard, là, tu sais, genre... trop tard pour ma blonde. Puis je dis, regarde, veux-tu juste commencer le début? Puis finalement, elle a écouté. Je suis fatigué, mais je veux le voir au complet, là, tu sais, qui a fini à genre minuit, là. C'est la fin du monde. On arrive vers un crescendo où tu embarques, puis tu te demandes jusqu'où ça va aller, surtout que on vous en dit pas trop non plus, puis ça prend du temps avant qu'on comprenne aussi vers où le récit s'en va. Fait que il y a ce phénomène-là qui est intéressant, qui nous garde scotchés. Le ton est très bizarre. C'est ça, c'est un peu voyeur, mais comme si on participe dedans. Puis c'est pas malsain parce que tu comprends qu'ils sont tous d'accord pour parler de ça. Puis effectivement, les clés se révèlent là, à peu près à la deuxième moitié puis dans le dernier tiers. Mais ouais, c'est comme si ça commence en disant hey, mes deux plus grandes ont disparu, puis blablabla. Puis là, tout de suite, on revient la jeunesse de la mère. Puis c'est très intriguant, mais t'es comme, OK, mais où est-ce que je m'en vais avec ça? Fait que la deuxième moitié, là, on est vraiment accroché. La première, c'est un petit peu plus lent comme démarrage, d'une certaine manière. Mais, mais c'est important pour comprendre qui ils sont, puis qu'est-ce qui se passe. Puis c'est tellement singulier comment il se passe des affaires super malaisantes, genre, on s'est fait violer, mais ils disent comme ça en riant. C'est comme si on dédramatise toujours en jokant, puis c'est comme, hey, je t'ai revenu, tu m'avais griffé une volée, je m'en souviens, oui, je le referai encore aujourd'hui. Puis là, ils disent c'est des relations tellement singulières. Contraste, écoute, c'est une autre culture, là, c'est saisissant. Puis, effectivement, il y a une part un peu malaisante où si la mère vit plein de traumatismes à l'écran, nous, on est comme spectateurs de ça. Fait que ça prend comme un 15-20 minutes là, pour saisir un peu où ça s'en va. Rit, ça se dit les vérités, là. Oui, mais puis blablabla. Mais moi, j'ai bien aimé la plus jeune des filles qui... j'avais noté Taïsir Chikwe. Écoute, elle crève vraiment à l'écran. Je serais pas étonné à un moment donné qu'on la voit à l'écran, que ça amène quelque chose. Là. Elle est très jolie comme jeune femme, mais elle est d'un charisme, d'un naturel désarmant. Mais c'est ça qui est fascinant. Je sais pas dans le processus si elle s'est retrouvée à, disons, interviewer, peut-être pas plusieurs familles, c'est une famille très unique, mais si les trois, là, donc les deux, parce que c'est sûr que les autres sont des comédiennes, donc j'espère qu'elles dégagent bien, mais les deux filles réelles, là, si on veut, biologiques, puis la mère, sont d'un naturel à l'écran. Même s'ils ont leur propre caractère, puis ils jouent pas des personnages, elles sont elles-mêmes, mais a dû être longtemps la réalisatrice avec eux à développer pour qu'ils soient habitués d'être filmés et tout. Oui. Puis probablement aussi qu'il y a
bien plus de footage que ce qu'on voit. Là. Peut-être pas autant que quand c'est juste un documentaire, je suis une personne pendant 1 an, puis après, qu'est-ce que je construis avec ça? Je pense que c'était clair qu'est-ce qu'il voulait construire. Mais il y a dû avoir beaucoup de dialogue, puis d'échanges, puis quand même une construction d'un scénario autour de ça. Écoute, est-ce que c'est un film pour tout le monde? Absolument pas. C'est quand même très pointu. Là. On vient d'en parler depuis 5 minutes, mais je pense que ça va être quand même dans les films notables de l'année. Puis je sais pas s'il va faire les nominations finales, s'il va être finaliste aux Oscars, mais je pense que ça va être d'une certaine manière dans les films notables de 2023, là, dans le genre du documentaire puis de l'international et tout. C'est ça, entre l'espèce de thérapie sociale puis familiale un peu au travers de ça. Ouais, très original. Oui. Donc, si vous aimez du cinéma qui brasse les émotions, voilà. c'est Les Filles d'Olpha est pour vous. Ne le ratez pas. Ouais. Sinon, quelques autres petites sorties en rafale. Toi, tu avais eu l'occasion de voir... Oui, j'ai vu All of Us Strangers, qui s'appelle aussi peut-être Sans jamais nous connaître, mais qui est juste en anglais sous-titré français. Un film de Andrew Hay avec Andrew Scott. Paul Mescal, que j'aime beaucoup. C'est la raison pourquoi je voulais voir de plus en plus de films. Et Claire Foy et Jamie Bell. C'est pas mal, moi je me trompe, là, littéralement juste ces 4 personnages-là. Sauf des figurants. Fait que c'est pas un huis clos, mais quand même. On suit le personnage d'Andrew Scott, qui est un scénariste londonien qui vit pratiquement isolé dans une espèce de grande tour d'habitation de condo. Tu comprends qu'ils n'ont pas encore vendu toutes les unités. Fait qu'il y en a juste 2 de vendus, ou du moins d'habités pour l'instant, la sienne puis celle du personnage de Paul Mescal. Fait qu'au moment où ils commencent à interagir avec le personnage de Mescal, puis qu'ils vont développer tranquillement une relation amoureuse là, entre les deux, mais lui, le scénariste, va retourner à sa maison d'enfance parce que, dans le fond, ses parents sont décédés quand il avait 12 ans. Puis même s'il prétend qu'il s'en est un peu remis, on sent que ça l'affecte encore, puis il va les rencontrer. Ils vont être là, « Ah, t'es là, viens, blabla. » Fait qu'il va interagir avec eux, puis tout ça fait que le film, c'est pas... en tant qu'adulte. Oui, en tant qu'adulte, exactement. Il est adulte, puis il interagit... Comme s'il n'était jamais décédé, finalement. C'est ça que le ton est... Ben, ça se clarifie à un moment donné, mais est-ce qu'ils sont conscients qu'eux, ils sont morts ou pas, ou est-ce qu'ils sont là, mais c'est un peu « Hey, qu'est-ce que tu deviens? Parle-nous de toi. » Eux le perçoivent pas comme s'il avait 12 ans. Ils le perçoivent comme l'adulte qu'il est aujourd'hui de genre 42 ans, mettons. Puis... fait que c'est pas un suspense fantastique ou quoi que ce soit. C'est vraiment une formule de drame là, qui est un fleuve qui coule tranquillement, mais c'est très ésotérique. C'est très... Est-ce que c'est le rêve? Est-ce que c'est la réalité? Puis là, il y a sa relation amoureuse qui est un peu... Il y a de la misère à s'investir là-dedans, qui débute tranquillement. C'est un genre de récit qui doit être, c'est dur à dire, peut-être sur 1 ou 2 semaines, là, à peu près tout ce qui se passe là-dedans. Fait que faut se laisser dériver tranquillement là, sur une chaloupe là, avec le film. J'ai vraiment aimé ça. Tous les comédiens sont super bons, vraiment bons là-dedans. C'est Claire Foy, Jamie Bell qui joue ses parents. Puis il y a une affaire qui m'a tapé ses nerfs, c'est qu'il y a comme une espèce de musique un peu quétaine, plus comme une ambiance là, qui me rappelle un peu des films, des séries télé là, de policières un peu. Là. Il y a ça comme tout le temps, là, puis ça devient agressant. Mais il y a beaucoup de needle drop au travers, là, des grosses tunes. Là, ils mettent un tourne-disque, puis on danse là-dessus, puis ça, sont vraiment bonnes, puis vraiment bien incrustées au récit. Fait que, tu sais, je dirais pas ça pour tous les films, mais je veux dire, c'est pas pour tout le monde, c'est très niché, c'est pour ça qu'il est juste en anglais ou anglais sous-titré français. Mais moi, dans le genre, j'ai vraiment... C'est un film de bonne qualité, là, dans ce style-là. Dans les autres sorties, il y a le mélodrame La Tresse de Braid, que ça, on l'a pas vu, mais c'est l'adaptation d'un best-seller international de Laësia Colombani, qui réalise elle-même le film. Elle a joué dans quelques films, elle en a réalisé d'autres, des trucs pas connus ici. Puis là, quand la production a acheté son livre, après le succès en 2017, ben, ils ont proposé de réaliser, ils étaient très contents de faire ça. C'est vraiment la tresse, on fait une tresse de cheveux avec 3 brins, alors c'est l'histoire un peu reliée, comme si les destins entrecroisés entre une Indienne qui est dite les intouchables, donc les super pauvres, la fille d'un perruquier italien et une avocate canadienne à Montréal. C'est pas des acteurs, actrices, en fait, connus vraiment. Mais écoutez, c'est un film un peu, pas à l'eau de rose, mais mélodramatique. Ça se veut un peu larmoyant, mais c'est le but que tout est un peu connecté. D'ailleurs, dans une entrevue que je lisais sur
sur Internet, ça l'a surpris que c'était son premier roman qui a eu un succès à ce niveau-là. T'espères que des gens le lisent, mais pas que ton premier truc se vende à des millions d'exemplaires traduits dans je sais pas combien de langues. C'est clair. Mais c'est un roman qui parle du lien conscient ou inconscient qui relie toutes les femmes. Fait qu'elle trouvait ça super beau aussi qu'un livre, souvent, on se le prête d'une personne à l'autre. Fait qu'autant le livre parle de ce lien-là que tu te le prêtes, puis c'est des femmes qui ont majoritairement lu son roman puis qui vont probablement être appelées à aller voir le film aussi, du coup. Là. Fait que c'est ça pour La Tresse. Fait que je sais que c'est bien attendu chez un certain auditoire. Il y a, tu l'as pas vu, mais il y a un film avec Franck Dubosc du mois. Et Karine Villard, je sais jamais si on prend. Karine, mais pas de... nouveau départ de Philippe Lefebvre. Alors, encore amoureux. Lui, il est encore amoureux de son épouse après 30 ans de mariage, mais elle est comme, plus si sûre. Fait que là, ils vont comme se séparer parce qu'il lui dit, si tu m'aimes pas, je veux pas être avec toi juste par dépit, juste parce que on a tellement fait ensemble qu'où c'est bien finir, mettons. Fait que c'est une comédie sentimentale. C'est peut-être pas trop bouffon comme certains de ses derniers films. Là. Il y a le côté plus romantique que juste le père de famille. Mais voilà, on souligne évidemment la chimie entre les deux vedettes. Je pense que c'est une des forces. Puis je dirais que c'est le film que vous pensez que c'est. Vraiment plus niché, le drame biographique Freud's Last Session. Frederick, je sais pas. Freud, mais je suis pas capable de le dire en anglais. Freud, The Last Session, de Matt Brown, avec Anthony Hopkins et Matthew Good. C'est inspiré d'une pièce de théâtre. Donc, c'est dans sa résidence à Londres en 1939. Le psychanalyste autrichien Sigmund Freud va discuter de l'existence de Dieu avec un romancier anglais et très catholique, C.S. Lewis. C.S. Lewis. Ouais, fait que c'est un film de dialogue. C'est un film aller voir deux bons acteurs, Anthony Hopkins et Matthew Good, qui discutent. Et fait que je pense pas qu'on est éclatant dans la mise en scène. Ça doit être une forme de huis clos peut-être à sa façon aussi. Mais vas-y. Pour ceux qui que le nom de C.S. Lewis vous dit peut-être quelque chose, c'est l'auteur des Chroniques de Narnia. Ah, OK. Voilà. Ouais, qui était vraiment un croyant, d'ailleurs. Il y a beaucoup de parallèles. Dans les Chroniques de Narnia, il y a beaucoup de messages, là, entre autres le parallèle avec le lion, qui est comme le Christ, là, qui ressuscite, tout ça. Donc, il y a eu des études là-dessus, mais bref, quand même. Peut-être que Freud y avait fait douter un peu, je sais pas. C'est juste disponible en anglais, fait que c'est très limité. Là, ça doit être Cinéma du Parc, puis je sais pas lequel à Montréal. Là. Je pense pas qu'il y a ça à Rivière-du-Loup en fin de semaine. Écoute, ça conclut cet épisode. Puis c'est peut-être le dernier avant une petite pause parce que je vais faire ma grande révélation. J'attends un enfant. T'es à combien de mois, là? J'étais à beaucoup de mois. Fait que, on vit à la semaine. Fait que si jamais tout se passe, ce sera pas la fin du balado, mais on va juste prendre la pause le temps que je suis hors travail puis que je m'occupe de la technique et tout. Et toi, en plus, tu pars en France pour une semaine à Unifrance. Tu vas pouvoir écrire plein de textes là-dessus. Oui, c'est une première expérience où j'aurai l'occasion de rencontrer, interviewer des vedettes réalisateurs du cinéma, donc pour les films qui s'en viennent en 2024. Alors vous pourrez suivre ces chroniques-là, ces entretiens-là sur le site. Monciné.ca et ou dans les prochains magazines. Mais nous, écoute, si tout va bien, on continue quand même à planifier. La semaine prochaine, on parle de Zone d'intérêt qui sort à Montréal cette semaine, mais là, il n'y avait pas accès, puis c'était quand même en masse de stock. Fait qu'on en parlera la semaine prochaine. Qui est comme une histoire allemande, mais un film du Royaume-Uni. Mais il y a aussi La Salle des profs, qui, lui, est la soumission de l'Allemagne au meilleur film international, que j'ai déjà vu, que j'ai beaucoup apprécié. Et il y aura aussi Une affaire d'honneur, qu'on a eu la chance de voir déjà, un film de duel là, à l'épée, au gun, n'importe quoi, au mousquet. Oui, réalisé par Vincent Perez, quand même, qui, depuis un certain temps, on dirait qu'il est plus derrière la caméra que devant. C'est ça. Même là, il est en second rôle. Il s'est pas mis le rôle principal. Oui, mais il tourne beaucoup moins, en tout cas comme acteur. Puis à une certaine époque, c'était une des grosses têtes d'affiche du cinéma français là, des années 90. C'était fou. C'est ça que tu me disais quand j'ai regardé. Puis c'est des titres de films qui me disent de quoi, mais je les ai pas vus pour la plupart. Fait que j'ignorais qui était cet homme. Mais j'ai trouvé très bon dans le film. Très bon film d'ailleurs. Bref, vous pouvez quand même nous contacter comme d'habitude. Balado au singulier @monciné.ca et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez
visiter le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ça, vous souhaite bonne semaine de cinéma, du bon popcorn. Et si jamais vous allez voir ISS, allez-y avec quelqu'un digne de confiance. Ça va peut-être éviter les conflits. Pas de trahison.